Dans la nuit du 1er au 2 avril 1981, Thérèse Henry Luce, aussi connue sous le nom de Roxane Luce, a été assassinée durant son sommeil. Ce crime encore irrésolu aujourd'hui reste dans la mémoire de sa famille et de tous les habitants de Longueuil. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Roxane Luce, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire québécoise. Je tenais à m'excuser parce que peut-être que je vais paraître un petit peu fatiguée dans cette vidéo ou que ma voix est un petit peu différente de d'habitude, mais en fait je viens d'attraper le Covid, ce qui fait que je suis un petit peu fatiguée, un petit peu malade, vous pouvez le comprendre. Mais bon voilà, je tenais quand même à vous faire une vidéo, donc excusez-moi si j'ai l'air un petit peu différente de d'habitude. Aussi, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bientôt, on sera à 10 000 abonnés et je vous réserve une semaine entière de vidéos. Donc, abonnez-vous pour qu'on y arrive assez vite. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez qu'on puisse discuter des vidéos ou de la vie en général. En fait, cette histoire est assez intéressante car il s'agit de l'histoire de la maman de Stéphane Luce. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane Luce est le président fondateur de l'organisme Meurtre et Disparition Irrésolue du Québec. En fait, à l'âge de 13 ans, il a vu sa maman assassinée dans son propre appartement de Longueuil. Longueuil, une ville située sur la rive sud de Montréal, au Canada. En fait, dans plusieurs entrevues, Stéphane Luce explique avoir attendu d'être assez âgé pour se plonger dans le dossier du meurtre de sa maman, et c'est là qu'il se serait rendu compte de quelques anomalies. En fait, c'est en se renseignant un petit peu autour de lui qu'il s'est rendu compte que ce genre de problème, d'anomalie, arrivait assez fréquemment dans le dossier de personnes disparues ou assassinées. Alors par anomalie, je parle en fait de preuves à conviction qui auraient été perdu ou simplement jeté à la poubelle par des membres, des enquêteurs de la police. Et donc, il s'est rendu compte que ça arrivait quand même assez souvent que la police perde des preuves, mais des preuves extrêmement importantes pour l'enquête. C'est donc suite à tout ce qu'il a vécu qu'il a alors créé son organisme Meurtre et Disparition Irrésolue du Québec, qui a pour but d'aider les familles qui se battent pour connaître la vérité. C'est vraiment une organisation qui est très connue aujourd'hui au Québec et qui aide vraiment beaucoup de monde. Bon, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de ce que Stéphane Luce a fait suite au meurtre de sa maman, plongeons-nous maintenant dans cette affaire qui a eu lieu en 1981. Sa maman s'appelle Thérèse Henry de son nom de jeune fille. Elle s'est ensuite mariée et a pris donc le nom de son mari qui était Luce. Et il faut savoir que Thérèse détestait son prénom et avait décidé de se prénommer Roxane. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, on va l'appeler Roxane Luce. Au moment des faits, Roxane avait 36 ans et elle était connue comme une femme qui avait du caractère et qui ne se laissait pas faire dans la vie. Elle était mère de 2 enfants, Stéphane qui avait 13 ans et de Tania, une petite fille de 11 ans. Son fils Stéphane était dans un internat à Montréal, donc pendant la semaine il n'était pas à la maison. Et en fait sa fille Tania avait un handicap, ce qui fait qu'elle était dans un internat elle aussi, mais plus spécialisé, donc elle non plus n'était pas à la maison pendant la semaine. Roxane était aussi séparée de son mari et donc elle vivait seule chez elle quand ses enfants n'étaient pas là. Sinon, Roxane était adjointe administrative pour une firme de logiciels et travaillait toute la semaine. Mais en dehors de son travail, Roxane avait une grande passion qui était la photographie et elle aimait tellement ça qu'elle avait même fait installer une chambre noire dans sa propre maison. Bon, maintenant plongeons-nous dans la triste journée du 1er avril 1980. Alors ce jour-là, Roxane avait passé sa journée au travail comme à son habitude. Après son travail, elle avait été s'entraîner à la salle de sport, puis avait ensuite été rejoindre ses amis pour prendre un café et c'est à 23h30 qu'elle serait rentrée chez elle. Roxane va alors se mettre en pyjama, puis elle va se coucher. Malheureusement, après ça, on ne saura pas exactement ce qui s'est passé. Mais le lendemain, soit le 2 avril 1981, le frère de Roxane, qui s'appelle Jean-Pierre Henry, va commencer à s'inquiéter pour sa sœur.
En fait, c'est assez triste parce que ce matin-là, Stéphane, donc le fils de Roxane, était à l'internat et il avait extrêmement mal au ventre, il allait pas bien et il voulait absolument voir sa maman. Donc l'école avait essayé de joindre Roxane absolument toute la matinée, mais ils n'avaient pas réussi. Donc ils avaient fouillé un petit peu dans les fichiers et ils avaient trouvé le numéro de Jean-Pierre, le frère de Roxane, et l'avaient contacté. Jean-Pierre de son côté avait trouvé ça un petit peu bizarre que sa sœur ne réponde pas au téléphone, donc il avait appelé son travail qui ensuite a expliqué que Roxane n'était pas venue travailler ce jour-là. Donc évidemment là Jean-Pierre a réellement commencé à s'inquiéter. En plus ce qui était assez étrange c'est que Roxane était une employée assez assidue. Donc c'est comme ça que Jean-Pierre va prendre sa voiture et qui va rouler jusque Longueuil au domicile de sa sœur. À ce moment-là il est 10h30 du matin lorsqu'il arrive chez Roxane. Il va frapper plusieurs fois à la porte mais personne ne va venir lui ouvrir. Et il va se rendre compte que la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Donc là, il va rentrer chez sa sœur, il va marcher un petit peu dans la maison et puis il ira jusqu'à la chambre. C'est là qu'il va faire la sordide découverte de sa sœur qui est allongée dans son lit, couverte de sang. À ce moment-là, Jean-Pierre veut téléphoner à la police, mais le téléphone fixe de la maison ne fonctionne plus. On apprendra d'ailleurs pendant l'enquête qu'il avait été coupé de l'extérieur de la maison. Jean-Pierre va alors décider de courir jusqu'au poste de police le plus proche et va y entrer en criant que sa sœur est morte et qu'il y a du sang partout. Donc à ce moment-là, pas mal de policiers vont se rendre sur le lieu du crime. Mais là, ils vont se rendre compte qu'en fait, Roxane est toujours en vie. Les secours vont alors arriver et Roxane sera très rapidement emmenée à l'hôpital Charles Lemoyne à Longueuil. Une fois à l'hôpital, les médecins diront que Roxane avait subi entre 60 et 70 coups de couteau, comme si la personne qui lui avait fait ça avait essayé de la défigurer. Aussi, je fais une parenthèse pour dire que dans ce genre de cas, quand une personne a été retrouvée défigurée, la plupart du temps, en fait, c'est parce que il s'agit d'une personne qui connaissait la victime, donc quelqu'un qui en avait vraiment après elle et qui a voulu la défigurer, qui a voulu lui enlever son visage, son identité. Donc voilà, on peut se dire que sans doute la personne qui a fait ça à Roxane la connaissait. Bon, malheureusement, à l'hôpital, Roxane restera dans le coma, elle ne pourra donc pas parler. Et 3 jours après son arrivée, elle succombera à ses blessures et décédera. Son fils, Stéphane Luce, vivra alors le pire choc de sa vie et il expliquera plus tard avoir vécu une sorte de blackout pendant les jours qui ont suivi la mort de sa maman. Bon, les policiers de leur côté vont continuer leur enquête et ils vont fouiller la maison et les alentours de la maison. C'est donc là qu'ils vont se rendre compte que le fil du téléphone fixe avait été coupé, mais c'est aussi là qu'ils vont retrouver l'arme du crime qui se situait dans la cour arrière de la maison. C'était un bâton d'à peu près 60 cm qui se trouvait dans des sacs poubelles recouverts de papier collant. La police se rendra aussi compte que le bâton est couvert de sang et on apprendra assez vite qu'il s'agit du sang de Roxane. La police se posera alors une question qui deviendra un grand mystère dans cette enquête, c'est pourquoi avoir emballé l'arme du crime. Donc en fait, ce bâton était emballé dans des sacs poubelles, on avait fait en sorte que avec le scotch, le sac poubelle puisse bien épouser la forme du bâton. Et c'est assez étrange parce que pourquoi on aurait voulu comme préserver ce bâton? Et en plus, on est assez sûr que les coups qui ont été donnés à Roxane, c'était des coups avec le bâton, mais avec le plastique qui recouvrait le bâton, vu que le sang de Roxane était sur le plastique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange et la police n'a jamais réussi à comprendre pourquoi ce bâton était emballé. Bon, malgré tout, la police va quand même essayer de déterminer ce qui a bien pu se passer. Après avoir analysé la scène de crime, ils vont en venir à la conclusion que les coups lui auraient été donnés lorsque Roxane était couchée dans son lit. En plus, la police avait marqué dans son rapport que Roxane avait des marques de protection, c'est-à-dire qu'elle avait reçu des coups sur les bras et sur les mains, comme s'il avait tenté de se protéger le visage avec ses bras. À ce moment-là, on peut donc imaginer un scénario. Quelqu'un aurait donc coupé le téléphone de l'extérieur de la maison, puis serait rentré chez Roxane. Si la porte n'était pas forcée, peut-être que la personne avait un double des clés, ou peut-être tout simplement que la porte n'était pas fermée à clé ce soir-là. Une autre hypothèse, en fait j'ai pu lire sur un site que dans la chambre de Stéphane, la fenêtre était endommagée. Je ne sais pas si la fenêtre était endommagée déjà avant le meurtre ou si elle a été endommagée après, mais dans tous les cas, on peut se dire que la personne aurait peut-être pu rentrer par effraction via cette fenêtre. Donc ça, c'est aussi
un autre moyen d'être rentré dans la maison. Bon, sinon pour continuer, on sait qu'à ce moment-là, Roxane était en train de dormir. On en est sûr parce qu'en fait, ses lunettes étaient posées sur sa table de nuit et Roxane était extrêmement myope. Donc si par exemple elle s'était levée pour aller ouvrir la porte à quelqu'un, c'est sûr qu'elle aurait mis ses lunettes, elle ne voyait strictement rien sans. On pense donc que Roxane dormait dans son lit et qu'elle se serait réveillée suite au premier coup de bâton. Après ça, elle se serait protégée avec ses mains, elle aurait tenté de survivre, de se défendre. Et puis on sait qu'elle s'est couchée sur le côté parce que c'est comme ça qu'elle a été retrouvée, qu'elle aurait voulu comme enfouir son visage dans un oreiller, mais que la personne lui aurait donné un coup de bâton sur la tête, sur la boîte crânienne, ce qui l'aurait donc fait tomber dans le coma. Après ça, le meurtrier serait alors parti, la pensant morte, et aurait abandonné son arme du crime dans la cour arrière, ce qui est aussi extrêmement étrange. Bon, après ça, la police va quand même se demander qui aurait bien pu en vouloir à Roxane pour lui faire autant de mal. En plus, comme je vous l'ai dit, c'était sans aucun doute quelqu'un qui la connaissait, et puis Roxane n'avait pas été abusée sexuellement, donc le motif du meurtre n'était pas un abus sexuel, c'était juste quelqu'un qui lui en voulait extrêmement et qui voulait tout simplement qu'elle meure. Évidemment, la police va interroger Thomas Luce, qui est donc l'ex-mari de Roxane et le père de ses enfants. Chose importante à vous préciser, c'est que Thomas Luce va énormément collaborer avec la police. Par contre, il dira plus tard qu'il avait très peur car il savait qu'en étant l'ex-mari, il était forcément le premier à être soupçonné. Mais d'un autre côté, il voulait savoir ce qui était arrivé à son ex-femme et donc il a décidé de mettre ses peurs de côté pour aider un maximum l'enquête. Par contre, ce qui va être vraiment étrange, c'est que Thomas va donc dire tout ce qu'il sait à la police et puis après la police va être étrange avec lui et ils vont lui dire « Ok, t'as qu'à avouer le meurtre et t'auras que 10 ans de prison si t'avoues, comme ça t'auras bien collaboré avec nous. » Sauf que Thomas il voulait pas avouer le meurtre vu que c'était pas lui qui l'avait commis. Enfin voilà, Thomas savait qu'il n'avait rien à voir dans le meurtre de son ex-femme. Et d'ailleurs, il expliquera qu'il avait même une très bonne entente avec elle et qu'il était totalement sous le choc de sa mort. En plus de ça, Thomas avait un alibi en béton vu que au moment de la mort de Roxane, il était à 130 km de Longueuil parce qu'il avait refait sa vie, il était chez sa petite copine qui habitait donc à 1h30 de route du lieu du crime. Mais bon, très vite, un nouveau suspect va arriver et Thomas va quand même être un petit peu innocenté par la police. Ce nouveau suspect, c'est en fait l'ex-conjoint de Roxane qui s'appelle Steven, ex-conjoint qu'elle avait donc eu après son mariage avec Thomas. On va aussi apprendre qu'en fait Roxane venait de rompre avec lui, donc avec cette personne qui s'appelle Steven. Bon, c'est assez triste parce qu'en fait Steven ne sera jamais vraiment arrêté par la police, ça fait qu'il garde un certain anonymat, donc je sais juste vous dire son prénom, je connais même pas son nom de famille, donc voilà, on l'appelle Steven, on sait que c'était l'ex-compagnon de Roxane, mais vous allez voir que c'est assez dommage qu'il ait jamais été arrêté, qu'il ait jamais été vraiment interrogé par la police, parce que quand même, il a pas mal de choses à se reprocher. En fait, Suzanne, la sœur de Roxane, va expliquer dans un reportage que Roxane avait quitté ce Steven à cause de ses problèmes d'alcoolémie. En fait, Steven aurait eu des gros problèmes de violence vis-à-vis de Roxane lorsqu'il buvait et comme il avait des problèmes d'alcoolémie, il buvait assez souvent. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Roxane était une femme qui ne se laissait pas faire et qui en plus détestait la violence, donc très vite elle va décider de rompre avec lui. Mais bon voilà, aujourd'hui on sait quand même que pas mal des homicides conjugaux se font en fait après une rupture. D'ailleurs sur cette chaîne on a pu traiter de plusieurs sujets semblables comme par exemple l'affaire Gabi Petito ou même l'affaire Delphine Jubilard qui sont des cas d'actualité et ces deux personnes on pense réellement que c'est leur conjoint qui les aurait assassinés et tout ça après une rupture. Donc voilà, même si on parlait moins de ça à l'époque, la police savait que Steven était le suspect idéal et donc il aurait bien pu tuer Roxane comme pour qu'elle reste à lui, comme dans un but de se venger. La police va alors lui demander de passer le test du polygraphe, qui est donc le détecteur de mensonges, et Steven va tout simplement refuser, ce qui est quand même ultra étrange, parce que si il passait au détecteur de mensonges et que tout ce qu'il disait était vérifié et véridique, il aurait été écarté de la liste des suspects et donc il aurait été complètement tranquille avec cette histoire. Or, il a refusé, ce qui n'était pas vraiment en son intérêt s'il avait vraiment rien à se reprocher. En plus de ça, on va apprendre qu'après le meurtre de Roxane, Steven était parti
aux États-Unis sans raison apparente. D'ailleurs, il n'aurait pas du tout donné de raison à la police et il aurait totalement refusé de collaborer avec eux. En plus de ça, quand la police va demander un alibi à Steven pour le soir du meurtre, il n'en aura aucun. La police va alors avoir la bonne idée de faire analyser l'arme du crime, car peut-être on pourrait y retrouver dessus les empreintes de Steven. Donc ça pourrait l'incriminer et l'amener tout droit en prison. Mais maintenant, c'est pour ça que vous allez comprendre la rage de Stefan Luss et pourquoi il se bat pour ça aujourd'hui. Mais en fait, on va se rendre compte que à ce moment-là, la police a tout simplement perdu l'arme du crime. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre que plusieurs éléments importants de cette enquête ont disparu au fil du temps. On apprendra aussi, et ça c'est une chose très importante, mais en fait dans le sac en plastique qui contenait l'arme du crime, à l'intérieur il y avait un cheveu. Donc si le cheveu était à l'intérieur, ça voulait dire que le cheveu appartenait à l'agresseur et non à la victime. Mais ce cheveu a lui aussi était perdu. Avec tout ça, on ne sait pas si l'arme du crime contenait les empreintes de Steven vu qu'elle n'était plus là et on ne sait pas non plus si ce cheveu pouvait correspondre à ses cheveux à lui. Plus tard, Stefan Luss, donc le fils de Roxane, tentera de confronter les policiers et on lui répondra qu'à l'époque, les policiers avaient juste voulu faire du ménage. Mais bon, selon la personne en charge de l'enquête, officiellement il dira que si le cheveu a été jeté, c'est tout simplement parce qu'il ne servait à rien, qu'il n'y avait pas de traces ADN utiles dessus et que donc les gens au laboratoire avaient tout simplement décidé de le jeter après s'être rendu compte qu'il ne servait à rien. Ce qui est dingue, c'est que dans une affaire irrésolue, on ne jette aucune preuve. Quand on voit à quel point les recherches ADN ont avancé en quelques années, ça n'aurait aucun sens de jeter des preuves comme ça, des preuves qui pourraient très bien être extrêmement utiles des années plus tard. D'ailleurs, on le sait parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'enquêtes irrésolues qui ont pu justement être résolues grâce à l'ADN qui avait été gardé et qui a pu être exploité aujourd'hui. Donc voilà, on peut clairement se demander pourquoi avoir jeté toutes ces preuves dans le cadre de l'affaire de Roxane Luss. Bon, par contre, en 2011, Stefan Luss aurait expliqué dans un article sur son site internet qu'à l'époque, une empreinte qui avait été trouvée sur le sac en plastique avait été analysée et comparée aux empreintes de plusieurs suspects, mais on n'en apprendra pas plus. On ne sait pas si dans ces suspects il y a Steven ou non, et voilà, il n'y a pas plus d'informations, donc encore une fois, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, revenons un petit peu en arrière, donc en 1997, alors que Stefan Luss a 30 ans. Le meurtre de sa mère n'a donc toujours pas été résolu et toutes les preuves ont été jetées à la poubelle. Stéphane de son côté décide d'aller rechercher les négatifs des photos que sa maman avait pris de elle et lui. Donc rappelez-vous que sa maman était vraiment fan de photos et qu'elle avait même une chambre noire dans sa propre maison. Mais là ça va être assez bizarre parce que Stéphane ne va strictement retrouver aucun négatif dans les affaires de sa maman. C'est très étrange parce que sa maman en avait plein vu que c'était sa passion et là il ne trouve rien. Il va alors un peu demander autour de lui, il va demander à la police, mais personne n'a ces négatifs de photos. À ce moment-là, Stéphane va se dire que peut-être le meurtrier aurait volé les négatifs. C'est une piste qui n'avait pas du tout été explorée par la police, mais ça reste quand même assez percutant parce que où seraient passés ces négatifs sinon? D'ailleurs, on va se rendre compte que la police n'a pas vraiment fouillé très loin pour savoir si le meurtrier avait oui ou non volé des choses appartenant à Roxane. Donc ça peut être une piste vraiment très pertinente. C'est donc à ce moment-là que Stefan Luss va commencer à fouiller dans le dossier de sa maman et qu'il va se rendre compte que la police avait vraiment mal fait son travail. C'est donc aussi à ce moment-là qu'il va décider de mener sa propre enquête. Stéphane décidera de parler et il expliquera qu'à ce moment-là, sa maman était harcelée par beaucoup d'hommes. D'ailleurs, lui-même, quand il était petit, se faisait suivre par des hommes qu'il connaissait. D'ailleurs, Stéphane expliquera que sa maman avait un ex-copain en particulier qui l'harcelait vraiment souvent et qui la suivait souvent aussi, mais malheureusement, on ne sait pas si cet ex-copain est Steven ou si c'est une autre personne. Stéphane dira même qu'à ce moment-là, un prédateur sexuel avait même essayé de s'en prendre à lui. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de se dire que sa maman avait quand même beaucoup d'hommes qui lui tournaient autour et des hommes qui n'avaient pas spécialement un bon fond. Donc moi je me pose quand même une question, est-ce que Steven est le seul ex qui a été vu par la police? Et si jamais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus cherché de ce côté-là? Mais bon, comme on peut le voir, c'est une enquête qui a été bâclée et malheureusement, Stéphane ne peut pas remonter dans le temps, donc lui aussi se retrouve bloqué. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte qu'on ne l'oublie pas.
Aussi, Stéphane espère que peut-être un jour quelqu'un va parler. De toute façon, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. On compte simplement sur le fait que quelqu'un un jour ait une prise de conscience et puisse parler. Mais bon, faire en sorte qu'on n'oublie pas les victimes, c'est ce qu'il fait avec sa maman, mais c'est aussi ce qu'il fait pour toutes les autres victimes dont les familles sont aidées par lui et son organisation Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Ce qui est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, personne n'a jamais été arrêté pour le meurtre de Roxane Luce. Le pire, c'est qu'en 2018, le dossier a été rendu public, ce qui est vraiment irresponsable, car ça fait que tout le monde a pu lire le dossier, y compris les suspects. C'est vraiment pas quelque chose qui est censé se faire avec des dossiers irrésolus, et d'ailleurs la police reconnaîtra que c'était une erreur, le dossier sera enlevé de la bibliothèque et redeviendra privé. Mais bon, quand même, à un moment donné, il a pu être lu par n'importe qui. Bref, maintenant vous comprenez à quel point il est important d'agir et de lutter pour que la police fasse moins d'erreurs judiciaires. C'est donc pour ça qu'en 2017, Stéphanus a créé Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Il dira d'ailleurs « J'ai perdu un petit peu espoir dans le cas de ma mère parce que les preuves ont été détruites et que le suspect ne parlera jamais. Ma façon à moi d'avoir espoir, c'est à travers d'autres cas. » Stéphanus dira qu'avec son organisation, il traite de 977 dossiers de personnes disparues ou assassinées. D'ailleurs, il s'exprimera à un journaliste en disant « C'est donc un potentiel de 977 meurtriers en liberté qui n'ont jamais payé pour leurs crimes. » Quand on regarde les chiffres d'une autre façon, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est drôlement entouré. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés et qui veulent visiter le site web de Stéphanus, donc qui est Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, je vous le mettrai en barre de description. C'est vraiment important d'aller y faire un tour, de prendre connaissance de toutes ces personnes qui sont disparues. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura intéressé. J'étais vraiment contente de pouvoir vous parler de cette histoire qui est quand même le début de cette organisation qui fait beaucoup de bien autour d'elle aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en haut si la vidéo vous a intéressé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!